Excusez-moi, il y a des points sur lesquels je vais essayer rapidement. Mais avant d'entamer ma présentation, j'aimerais bien remercier l'association ALAP pour l'invitation et aussi pour le choix de sujet qui est très intéressant et l'actualité. Alors, si les réseaux sociaux sont devenus leur mode idéal, il y a un nouvel élément essentiel, c'est les big data. Alors là, les big data, ça devient une religion. La religion des concepteurs, la religion aussi de Facebook aussi, et les grands géants de télécom en fait, qui sont maintenant de l'Internet. Le big data est devenu un élément, c'est-à-dire une religion pour eux. Alors, pourquoi une religion? Alors tout à l'heure, on a parlé d'utilisation de Facebook, mais notre utilisation, elle est utilisée comment? C'est-à-dire nos données sont comment utilisées? Là, chaque minute, chaque seconde en fait, actuellement, on a des trillions de données. Et que ce soit au niveau de Google, que ce soit au niveau de Facebook, Twitter, Amazon, autres. Ce qui se passe avec l'Internet des objets, qui va venir certainement dans le futur, nous serons très indépendants. L'être humain va être dépassé en fait. Il est très indépendant par rapport à la technologie et le choix. Et là, c'est le problème. Déjà, est-ce qu'on a vraiment, nous avons la liberté du choix dans le futur? C'est ça la question fondamentale sur laquelle il faut répondre. Si l'électricité, c'est l'invention au début du premier cycle, alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle électricité. Alors c'est quoi vraiment? Je vais passer. Ça c'est tellement une définition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, normalement c'est la simulation de notre intelligence humaine, c'est-à-dire que ce soit intelligence cognitive ou bien intelligence émotionnelle. Et nous on fait un petit peu la différence entre ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Parce que là, au niveau scientifique, on a encore, même au niveau de l'IA, on entend l'intelligence artificielle, mais il faut qu'on fasse la différence avec l'apprentissage automatique. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est autre chose. Donc l'apprentissage automatique, c'est un apprentissage, c'est-à-dire on apprend la machine à partir de données. Et donc là, c'est la différence par rapport à notre intelligence, que notre intelligence est basée sur des modèles de prédiction. Il y a exactement pas. Même si on a peu de données, on peut prédire. Alors que la machine, Facebook, il a besoin de il faut qu'il vous attire vers Facebook pour qu'il aura l'intelligence. C'est pourquoi ils ont fait de gamification tout à l'heure. Alors, nous sommes où? Quel est le maintenant? Actuellement, nous sommes juste dans l'utilisation on ouvre des données. Nous sommes des sources de données. Tous ici sont des puits de données. Ce sont des mines de données. Alors, nous devons se préparer pour le futur. Le futur, c'est quoi? C'est la société de l'intelligence artificielle. Ça se va venir. Soit si on veut pas, c'est obligé. Parce que les géants, en fait, de l'éducation, de l'Internet, les géants de l'informatique, ils s'investissent beaucoup dans l'intelligence artificielle dans le futur. Donc là, il faut se préparer. On va se préparer, c'est pas uniquement au niveau privé, mais l'éducation doit suivre. Alors, comment doit être suivie l'éducation? Nous devons faire une transformation de nos pratiques. Ça, c'est obligatoire pour tout, en fait. Moi, je vois que c'est un devoir. Peut-être que je vois واجب بالنسبة كل أستاذ تنمو c'est un mandat pour les étudiants, les
des élèves du futur. Alors, quel est l'apport? Bien évidemment, je vais venir à des points négatifs par la suite, des inconvénients, mais normalement, il y a des apports. Alors, l'apport en éducation, c'est un apport, on peut personnaliser les apprentissages. On peut créer des tuteurs intelligents. Ça va venir, alors ça commence, mais on peut automatiser l'apprentissage. On parle déjà des robots qui peuvent résoudre n'importe quel examen. Là, parce que c'est des données. Alors, l'intelligence artificielle en éducation, ça permet, via quelques techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet de personnaliser, de donner à chacun, de connaître chacun. Mais le problème qu'on a généralement à ce niveau-là, juste au Maroc, qu'on n'a pas vraiment, nous, l'accès à ces données. Et ça, l'État doit être conscient à ça, et ça commence avec des projets de recherche. Mais le problème, que toutes nos données elles sont chez Facebook, chez Google, mais on n'a pas vraiment, nous, nos propres données. C'est-à-dire des données marocaines. On n'a pas d'accès. Même les chercheurs, moi, les chercheurs qui travaillent en informatique, on n'a pas accès à ces données pour vraiment préparer des outils adaptés à notre système. Alors, là, tous les professeurs, ils ont remarqué ça. Les élèves ont tendance à aller vers le robot. Lorsque je parle de robot, là ici je parle de Google, hein, que l'enseignant pour poser des questions. Au lieu que vous posez des questions, l'élève vient d'étudier pour poser à Google. Parce que la donnée est là. C'est l'information, il peut l'accéder facilement. Parce que dans 10 cas, le robot intervient mieux que l'humain. l'élève حسن ما يسول الاستاذ راه يحشم غيقول بلاتي غادي الاستاذ غادي يقول لي اش هذا السؤال هذا خرجتي على السياق et ainsi de suite. Il passe au professeur et donc voilà, il peut poser la question. Il y a un problème majeur, c'est que il y a ce qu'on appelle la personnalisation. Et là, vous avez remarqué, si vous entrez sur YouTube par exemple, chacun a sa propre page. Même si vous entrez en privé, vous allez trouver que les données ils sont là personnalisées. Et cette personnalisation, je crois que les chercheurs en éducation doivent poser des questions. Comment vraiment pallier à ce problème? Parce qu'il y a des chercheurs qui disent que cette personnalisation, ça rend, quand on cherche les élèves bêtes. Parce qu'on vous donne, vous êtes au Maroc, on vous donne juste ça. Vous êtes aux États-Unis, voilà, vous êtes tellement intelligent, c'est de racisme de l'intelligence artificielle. Et donc là, il faut qu'on se prépare à ça, c'est-à-dire à préparer des techniques. Et c'est pourquoi j'ai dit au début que le choix du thème est très intéressant. Là, je parlais, première présentation, il a parlé de fake news. Ça, c'est le parce que la technologie appartient à tout le monde, c'est-à-dire chacun il peut se mettre ce qu'il veut, il n'y a pas de contrôle. Et la manipulation est devenue la norme actuellement, donc la manipulation de données. Et les chercheurs, ils ont remarqué, ça devient un constat actuellement, que les mauvaises nouvelles, bien les fake news, ça propage rapidement que les vraies. C'est-à-dire, une personne peut envoyer un fake news, mais si on vous demande de dire, ouais, voilà, c'est la vérité, ça passe pas. Et ça, c'est l'effet de réseaux en fait, sociaux. Alors, je prends un exemple. On parle tout à l'heure de fake news, mais on parle de deepfake. Et là, vous remarquez, ça, c'est un exemple d'un algorithme qui permet de faire la même chose.
c'est à gauche, c'est original, mais là, c'est faux. C'est pas Caron qui dit ça. Allez, ça veut dire maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut même mettre votre visage dans un autre contexte. Et ça veut dire que, la question qui va se poser maintenant, est-ce que notre société est prête pour ça? Est-ce que les élèves ont tous les outils pour distinguer? Donc là, ça c'est des questions que je ne vais pas prendre de réponse parce que je remarque qu'il y a pas mal de présentateurs par la suite. Il y a les problèmes, les algorithmes de recommandation. Il a cité tout à l'heure dans la présentation sur les réseaux sociaux, les canaux, on cherche à vous attirer, mais aussi, on cherche aussi à vous pousser, par exemple sur YouTube, à vous pousser à regarder plus. Tant que vous regardez plus, on vous bombarde avec des outils. Et donc là, le problème qui se pose, que à un certain moment, vous allez suivre le grand public. Vous entrez sur... personnellement, quand j'entre sur YouTube, je cherche actuellement des algorithmes pour contourner un petit peu YouTube, parce que je me sens à un certain moment que je suis face à des actualités que je n'ai pas. Donc là, un petit problème, ça me force un petit peu. Je chauffe, comme tout à l'heure, l'exemple qu'il a cité dans la première présentation, ou bien dans d'autres éléments. Il y a quelques techniques au début qui ont commencé. Alors, quelques techniques, c'est une question sur le tatouage numérique, qu'ils ont essayé au départ vraiment de contourner ça, de mettre dans une image une signature et pour contrôler. Mais au fur avec le big data, ça contournait tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment arrivé à le faire. Donc, nous sommes dans quelle évolution? Alors, comme j'ai dit au départ, vraiment, pré-Internet, nous sommes dans l'humain. Après, nous sommes passés au contenu, des gens qui ont vu un petit peu le début de l'Internet, se focaliser sur le contenu. Après, le Web 2, c'est les services. Après, c'est l'Internet de personnes, c'est Facebook. Et actuellement, ça va commencer, ça c'est l'Internet des objets, ça commence avec les voitures, avec les vêtements de sport. Et donc là, c'est-à-dire même dans le futur, on va parler de la classe connectée, des tables connectées, et ainsi de suite. Et donc, à un certain moment, il y a toute une donnée. Il faut préparer les chercheurs ici, il faut préparer des outils pour les professeurs qui permettent un petit peu d'utiliser ces outils dans une perspective pédagogique. C'est la fois l'étape pédagogique. La question qui va se poser, parce que dans le futur ça va venir, c'est on dit si la machine devient potentiellement plus intelligente, mais l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire? Les professeurs, qu'est-ce qu'on va faire? Juste les professeurs, il y en a. Nous sommes dans les méta jobs en fait, ça veut dire les métiers méta. Donc là, heureusement, ça va continuer toujours. Et donc là, à mon avis, on a besoin, c'est ce qu'on a besoin de quoi pour, face à ce données, face à l'intelligence artificielle, on a besoin que nos élèves dans le futur prennent le contrôle eux-mêmes. On a besoin de donner des outils rapides, parce que le temps, on n'a pas le temps, parce que les élèves, surtout la génération actuelle, il n'a pas le temps. Ils cherchent la souplesse, rapidement. Et là, je vais revenir un petit peu à la taxonomie de Bloom, qui a généralement, on a remarqué même avec nos manières d'apprendre, de faire apprendre aux élèves, qu'on se focalise sur la mémorisation et juste l'application. Alors, ce qu'on avait vous savez que ces trois-là, en bas, les حفظوا التلميذ نعطيه ويفهم ويطبق, va être faite par la machine. La similarité de la machine. Ce qu'il ne peut pas faire la machine dans le futur,
c'est la création. C'est-à-dire que c'est l'analyse, même l'analyse, il peut le faire. Hein, dans le futur, il peut faire l'analyse, c'est la création. Et donc là, c'est-à-dire que nous devons, moi je pense qu'un devoir, en fait, je peux dire ça entre guillemets, nous devons un petit peu inverser. C'est un peu le bouchouilla de triangle. Ça veut dire, notre manière d'enseigner doit être focalisée sur la création, sur l'analyse chez les élèves. C'est-à-dire, doit se focaliser sur l'esprit critique. Juste ça, ça veut dire quoi? La manière qu'on peut utiliser, il faut se focaliser sur la résolution des tâches plus complexes que l'élève, il y a des tâches que l'élève prend le contrôle, cherche lui-même, en utilisant bien évidemment l'intelligence artificielle. يعني تولي عنده الادوات اللي غيبانوا في المستقبل غير الادوات للاستعمال. Il faut faire des approches par projet. Et donc là, dans le futur, le rôle, moi je vois c'est le rôle de prof, mais plus un prof va devenir réellement, on le dit, hein, voilà, le prof c'est pour l'animateur, mais on ne sait pas comment passer, mais dans le futur, c'est une obligation. Le prof, ça veut dire qu'il faut vraiment pousser les élèves vers des projets, et même les curricula doivent penser à ça, à faire la souplesse dans le curriculum. Alors, il faut passer par, comme je disais tout à l'heure, les élèves d'aujourd'hui, mais dans le futur, ils ont besoin de la souplesse. Sont tués des morona. À mon moment, on a dit qu'elle par l'exploration, moi je vois ça, c'est un triangle en ces trois, entre l'exploration, la discussion et la production. Et comme ça, on peut travailler sur la création. Je suis allé de l'intelligence et ainsi de suite, les trois, ils doivent explorer. Et le feedback, là c'est très important, le feedback en classe. Le feedback en classe, ça permet de sortir les élèves du virtuel vers le réel. Et donc là c'est plus important. Ça c'est vu au niveau micro, mais maintenant la question qui va se poser au niveau macro. Quand je suis de la classe vers l'établissement. Moi je vois que l'établissement doit aussi rénover un petit peu dans le pratique. L'établissement scolaire doit changer dans sa manière en travaillant sur trois éléments essentiels. Ce n'est pas uniquement le résultat. Le résultat est plein. Ça, c'est ce qui se fait actuellement, malheureusement. Quand le projet de montage s'attache à la médecine, mais d'autres, et ainsi de suite. Mais à long terme, il faut poser à long terme. Qu'est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il a vraiment les capacités de suivre par la suite? Nos établissements doivent travailler aussi sur l'apprentissage institutionnel, l'apprentissage de l'établissement, l'apprentissage d'auteur, le partage entre les meilleurs, et pourquoi pas faire entrer à l'éducation aux médias comme un axe stratégique dans l'axe stratégique d'établissement, dans la planification stratégique d'établissement. Le mouche qui est actuellement, les profs ils police ça, et se focalisent là, le meuf. Ça veut dire qu'il y a le résultat. Et c'est faux, c'est pas uniquement ça. Ça veut dire qu'ils doivent un petit peu s'ouvrir sur d'autres éléments plus importants que l'éducation aux médias ou bien à d'autres éléments, mais aussi sans oublier les partenaires. Les partenaires, c'est les parents. Ça veut dire, actuellement, on se focalise sur le résultat, en oubliant les partenaires, on oublie aussi même l'apprentissage des professeurs institutionnels. Pour ne pas tarder, alors, dans le futur, même actuellement, l'intelligence artificielle va changer nos pratiques, nos habitudes et même nos valeurs. Parce que là, dans la globalisation, c'est-à-dire
la mondialisation. Il y aura, on est en train d'absorber les valeurs anglo-saxons, américains, on est de propager dans notre société via les réseaux sociaux, via les techniques qui vont venir dans le futur. Donc là, il faut aider un peu, il faut pousser un petit peu à aider nos élèves, mais aussi avec la pensée critique, il faut qu'ils soient autonomes. Et donc là, moi je pose la question actuellement, est-ce que les élèves que vous enseignez sont autonomes? Voilà, je vis avec cette question et merci de votre temps. Merci, M. El-Hajji, pour cette présentation. On aura l'occasion de revenir là-dessus lors de la discussion à la fin de la journée avec tous les intervenants et intervenantes. Et donc je sais que vous étiez patient pour le suivi, etc. Donc j'espère que vous avez passé de bons moments pour cette première partie des conférences. Il nous reste encore 2 intervenants et ensuite on fera une table ronde pour discussion de toutes les interventions passées. Donc je compte sur vous pour revenir assister aux 2 autres plus la discussion. Et